Allez, bonjour à toutes et tous pour ce webinaire, j'allais dire second webinaire, mais parce que le premier n'a pas eu lieu, malheureusement pour des raisons techniques, et je vous prie une nouvelle fois de nous en excuser. Donc, on va démarrer ce webinaire. On s'est déporté, on est au conseil départemental, et il y a quelques travaux à côté de nous, donc on espère qu'on ne joue pas de malchance et que tout va bien se passer. Donc, je remercie Élodie Perrault, qui représente l'opérateur territorial mutuel, qui est avec nous une nouvelle fois, qui est revenu de son pays niortais pour nous assister. Je remercie Fadela Bouali, qui est également présente avec nous, qui est responsable du CST, de la veille juridique, qui fait un peu de médiation aussi. Je la remercie d'être présente. Je remercie Laurent Payog, qui est revenu de congé, comme peut-être certains d'entre vous, pour m'accompagner et qui m'accompagne sur ce dossier de la PSC. Et puis je remercie, mais peut-être que je le fais trop tôt, donc je ne sais pas, c'est le service informatique pour son appui et son soutien. Allez, on va démarrer sur la protection sociale complémentaire, qui est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et qui est complexe, donc on va essayer d'être le plus pédagogue possible. On va se donner 2 heures maxi de webinaire, et je vous propose qu'on traite les questions à la fin, même si vous avez pu le découvrir, on a fait une FAQ, donc pour essayer déjà de, et le fichier vous a été transmis, pour essayer de désamorcer un certain nombre de questions. Il n'en reste pas moins que vous avez peut-être malgré tout d'autres questions ou qui n'ont pas été claires, donc on va tâcher de répondre à tout ceci, mais on le fera à la fin si vous le voulez bien, de manière à être plus efficace. Allez, on va démarrer. Donc, des petits rappels pour commencer, qui concernent le cadre juridique, l'ordonnance du 17 février 2021, qui redéfinit la participation des employeurs au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agentes et agents. Donc, la participation est obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour la santé et prévoyance 2025, 1er janvier 2025. Le décret du 20 avril 2022 qui précise les garanties minimales au titre de la couverture prévoyance et définit les montants de référence permettant de déterminer la participation minimale obligatoire des employeurs au financement des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques santé et prévoyance, même si aujourd'hui on va rester sur la prévoyance. Donc, rappel, périmètre, la protection sociale complémentaire est déclinée en 2 risques bien distincts. Donc, les risques prévoyance qui nous intéresse plus aujourd'hui, qui est la participation de l'employeur devient obligatoire à compter du 1er janvier 2025, comme je l'ai dit, pour un montant mensuel minimum de 7 €. Donc, c'est bien le plancher à compter du 1er janvier 2025. Et puis, pour les risques santé, la participation d'un montant minimum de 15 € mensuel, qui est par agent, qui deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2026. Il s'agit là aussi d'un plancher. Rappel, la participation des collectivités territoriales intervient pour chaque risque, soit au titre de contrats labellisés, ce qui est en général le plus couramment pratiqué dans les Landes, soit au titre d'une convention de participation à adhésion obligatoire, soit au titre d'une convention de participation à adhésion facultative, mis en place soit par la collectivité elle-même, soit en adhérant à la convention de participation proposée par le centre de gestion. Quelques rappels sur la labellisation pour différencier de la convention du centre de convention de participation. La labellisation, l'employeur n'effectue aucune opération de sélection entre les différents opérateurs. C'est l'agent qui choisit lui-même le contrat labellisé pour couvrir le risque lié à l'incapacité de travail. L'agent justifie auprès de son employeur l'adhésion à un contrat labellisé et perçoit à ce titre la participation employeur mise en place dans sa collectivité. Le label est délivré par un organisme tiers habilité par l'autorité de contrôle prudentiel et est accordé au contrat et règlement pour une durée de 3 ans. Une liste des contrats et règlements labellisés est publiée et tenue à jour électroniquement sur le site de la DGCL. Si la collectivité opte pour cette solution, elle doit accorder sa participation à tous les agents ayant un contrat labellisé, quel que soit l'opérateur. Dans le cadre de la convention de participation, si l'employeur n'entend sélectionner qu'un seul opérateur, il doit alors engager une procédure spécifique d'appel à concurrence. Une convention de participation, soit adhésion obligatoire, soit adhésion facultative, est conclue pour une durée maximale de 6 ans. Si l'adhésion des agents à cette convention est facultative, la participation employeur ne sera versée qu'aux agents qui adhèrent à ce contrat. La mise en place d'une convention de participation nécessite une délibération de l'organe délibérant après avis du comité social territorial. Les centres de gestion ont l'obligation, doivent proposer
des conventions de participation pour le compte des collectivités territoriales de leur ressort qui le demandent. Mais par contre, les collectivités sont libres d'adhérer ou pas à ces conventions. Attention, on vous le rappellera encore plus loin, aucune convention de participation ne peut être conclue sans participation effective de l'employeur. Autrement dit, c'est dans le cadre de la convention de participation, si la collectivité a décidé de retenir ce système, que l'agent percevra la participation de l'employeur et pas en dehors. Alors, le rôle des CDG, c'est en application de l'article L827.7 du Code général de la fonction publique, l'obligation de proposer aux employeurs territoriaux des garanties issues des contrats collectifs. Donc, c'est la procédure de convention de participation. Les démarches engagées par le CDG. Donc, rappel de ce qu'on a fait depuis l'avènement de cette session. Le CDG a proposé aux collectivités et établissements publics landais en novembre 2023 de rejoindre ce groupement dans le but de lancer au printemps 2024 une consultation pour sélectionner un organisme d'assurance en matière de prévoyance, afin d'offrir aux employeurs landais des garanties d'assurance collective protectrices pour leurs agents. 353 collectivités et établissements publics représentant près de 14 000 agents ont répondu favorablement à cette démarche. Après plusieurs réunions d'information auprès des organisations syndicales, de janvier à mars 2024, le CDG a donc lancé, dans le cadre d'une consultation mutualisée avec les autres CDG de Nouvelle-Aquitaine, un appel à concurrence le 27 mars 2024, concernant le risque prévoyance pour une prise d'effet au 1er janvier 2025. Donc, le marché a été attribué après avis du CST du 8 juillet 2024 et voté par le conseil d'administration lors du centre de gestion lors de sa séance du 16 juillet 2024. L'offre retenue était celle proposée par Territoria Mutuelle. Là, vous avez un schéma qui retrace de manière, c'est un synoptique qui retrace la procédure que nous avons suivie, la démarche engagée. Donc, l'obtention du mandatement par les collectivités au profit du CDG pour lancer la consultation, un avis du CST sur le principe de ce mandat et sur le contenu de la convention, des réunions d'information auprès des organisations syndicales pour constituer justement la convention, pour mettre les garanties en fait, qui nous ont permis de sélectionner un candidat. Donc ça aboutit à la rédaction du cahier des charges. À partir de là, on fait la consultation, on a des offres, on analyse et on a soumis au CST le choix final qu'allait faire et qu'a fait le conseil d'administration le 16 juillet. Donc, comme je le disais précédemment, on a procédé en consultation mutualisée. 3 CDG ont fait des choix de Nouvelle-Aquitaine, on est 12 donc. 3 CDG ont fait d'autres choix. Alors, il y avait le 16 qui a choisi d'agir seul. Le 17 parce qu'il a fait une convention adhésion obligatoire. Et le 79-86 parce qu'ils avaient déjà un contrat, ils avaient déjà des prestataires, un opérateur, donc ils ont préféré rester dans le contrat et ne pas relancer le leur. Ensuite, il y avait donc les autres CDG se sont regroupés. Il y a eu 3 lots. Je mets à part le lot 3 pour le CDG 33 parce que c'est le lot santé. Ensuite, se sont regroupés. Bon, le lot 1, vous voyez, CDG 19, 23, 24, 46, 64, 87. Et le lot 2, composé donc du CDG 33 et 40. Alors, pourquoi on s'est regroupé avec le 33? Parce qu'on a demandé les mêmes garanties. C'était les mêmes attentes, dans la mesure où on s'est calé exactement sur l'accord national du 11 juillet 2023, qui n'est pas transposé aujourd'hui, il ne s'applique pas, mais nous, on a copié les garanties pour que la bascule soit plus facile en termes de contrat pour l'opérateur le moment venu. Et puis, on avait la même approche quant à la segmentation, c'est-à-dire qu'on avait des possibilités de faire des lots par strate de collectivité, et nous, on considérait que c'était une mutualisation globale qui devait s'opérer à l'échelle du département et non pas faire des différences entre petites, moyennes et grosses collectivités. Donc voilà, ça c'est notre manière de présenter le sujet. Et donc chaque lot a eu 2 réponses, et pour le coup des mêmes opérateurs. Donc les garanties qui étaient demandées, avec à chaque fois un versement de 90% du revenu net, c'est-à-dire traitement brut et régime indemnitaire, mais avec quelques détails, je vais y revenir après. Donc ça vise à couvrir l'incapacité de travail, l'invalidité permanente. Et nous, on avait mis une partie du capital d'essai, SAB, c'est salaire annuel brut,
pour favoriser en fait un meilleur taux de la part des opérateurs. C'est sous le conseil de l'assistant maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'était pour les garanties obligatoires. Et il y a des garanties facultatives qu'on a proposées aussi dans la consultation, qui visent à l'incapacité de travail, mais pendant les périodes de plein traitement, qui visent à garantir la perte de retraite et qui visent à compléter le capital d'essai. Alors ça, ce volet-là facultatif, l'employeur ne participe pas sur ces garanties-là et l'agent n'est pas obligé de les souscrire. Il n'y a que la partie obligatoire que j'ai vu qu'on a donnée précédemment, où l'agent est obligé de les prendre et l'employeur est obligé de participer dessus, à hauteur de 7 € en plancher. Donc là, c'est facultatif. Donc l'offre retenue a été celle de Territoria Mutuel, donc pour 2,25 pour la partie garantie obligatoire et 0,99 pour la partie garantie facultative, avec un sous-détail. Vous voyez, 0,14 si vous voulez vous garantir le versement du régime indemnitaire en période de plein traitement dès le premier arrêt. La perte de retraite, on le voit, c'est 0,58 et le complément d'essai toute cause, c'est 0,27. Donc là, simplement, vous indiquez que 2,25, c'est le plus bas taux de Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, indépendamment du choix que feront les collectivités, il faut que vous sachiez qu'on a la chance d'avoir le taux le plus bas de tous les proposés par les opérateurs, Territoria Mutuel ou l'autre opérateur qui n'a pas été choisi. Donc, à titre indicatif, on vous a mis un exemple de tarification pour que vous voyez à peu près ce que ça pourrait coûter pour un agent, sachant que l'assiette, vous l'avez vu précédemment, c'est le TBI hors SFT, hors indemnité de résidence, mais évidemment, on n'est pas concerné. Et le régime indemnitaire, c'est hors CIA, si j'ai bonne mémoire. Mais Madame Perrault, qui est à côté de moi, pourra confirmer et être plus explicite et plus longue sur le sujet. Donc, je reviens à la proposition, à l'exemple de tarification. C'est juste un ordre d'idée, hein, évidemment. Après, vous portez à votre cas personnel si vous voulez voir. Et surtout, c'est hors participation employeur. Hein, donc, à cela, à minima, vous devez enlever 7 € brut. Ce qui fait qu'après, ça un petit peu moins. Alors, les conditions d'adhésion. Les bénéficiaires du contrat, c'est tous les agents fonctionnaires et contractuels de droit public et de droit privé dans l'effectif de l'employeur peuvent bénéficier des garanties sans exception, ni réserve, ni condition d'ancienneté. Donc, grosso modo, c'est tout le monde. Tout à fait. L'adhésion de l'agent dans les 6 mois à compter de la date d'effet du contrat. L'agent en activité normale de service ou temps partiel thérapeutique, l'adhésion est effective à la date, à la demande de l'assuré, pardon, avec un effet au plus tôt à la date d'effet du présent contrat ou de sa date d'embauche. C'est-à-dire vous êtes dans la collectivité, décide d'adhérer à la convention de participation. Vous avez 6 mois pour adhérer. Si vous êtes déjà dans la collectivité, vous allez adhérer, vous avez 6 mois pour adhérer. Et par contre, si vous êtes nouveau, vous arrivez au bout du 8e mois, dans 1 an après, vous pourrez adhérer dans les mêmes conditions, avec la même délai. Tout à fait. Dans les délais des 6 mois. Dans les délais des 6 mois, au contrat qui est à la convention de participation qui vous est proposée. L'agent en arrêt de travail, alors je vais vous lire ça, mais je pense qu'on y reviendra. On commence là à rentrer vraiment dans des cas de détail. Et sachez que l'adhésion est effective à l'issue d'une période de 30 jours. On va dire que c'est une période de carence ou de stage, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié. Continue de reprise d'activité normale de service si l'agent ne peut justifier de l'adhésion préalable auprès d'un organisme d'assurance pour des garanties équivalentes. Autrement dit, l'agent pourra rentrer au bout de 30 jours dans le nouveau contrat, sauf s'il était garanti par ailleurs de manière précédente. Ou du jour de la reprise effective d'activité, si l'agent justifie de l'adhésion préalable auprès d'un organisme d'assurance pour des garanties équivalentes et sous réserve que la résiliation de son ancien contrat et son adhésion au contrat collectif soient simultanées. Bon, mais tout ça, c'est les parties que gère particulièrement Madame Perrault et qui est bien plus spécialiste que nous sur le sujet. La période de 30 jours n'est pas applicable pour les agents en situation de congé longue maladie et congé de longue durée ou de congé de grave maladie pris de manière fractionnée. Mais ça, bon, on reviendra à toutes pour les cas particuliers, les questions que vous posez. Adhésion de l'agent après les 6 mois à compter de la date d'effet du contrat. Donc là, il y a un délai de stage de 6 mois, d'où l'importance
de se décider dans cette échelle de temps de 6 mois, parce que sinon, vous reprenez 6 mois de stage, où là, si jamais il vous arrive un événement, ben, vous ne serez pas couvert. Le délai de stage est une période de 6 mois pendant laquelle les garanties, incapacité de travail, invalidité et complément de retraite ne s'appliquent pas. C'est-à-dire que les événements survenus pendant cette période ne sont pas indemnisés, bien que l'assuré cotise. Donc, la garantie d'essai des événements consécutifs à l'accident ne sont pas soumis au délai de stage. Donc, voilà. Donc, vous aurez quand même une décision à prendre de manière assez rapide si votre collectivité rentre dans la convention de participation. Vous, en tant qu'agent. Quand je dis vous, là, je ne pense pas à la collectivité, c'est à l'agent. Donc, la participation employeur, pardon. Donc, contrat collectif et adhésion facultative. Participation minimale, donc, ce que j'appelle moi plancher, c'est 7 € par agent. Participation maximale, ben, ça peut être l'intégralité du montant de la cotisation, en fait, due par l'agent. Ça ne peut pas la dépasser, évidemment. Parce qu'il y aura des implications, notamment peut-être pour des agents contractuels à temps non complet. Bon, voilà. Il pourrait y avoir des participations. La participation ne peut pas aller au-delà de ce que ça coûte à l'agent, évidemment. C'est assez théorique ce qu'on dit, parce que je pense que dans la pratique, je ne suis pas sûr que les agents y aillent à voir. Obligation des employeurs à participer à hauteur de 7 € minimum à compter du 1er janvier 2025. Ça, c'est en l'état actuel de la réglementation. Et évidemment, celle-ci peut évoluer, notamment si l'accord national est transposé. Possibilité de moduler la participation en fonction de la rémunération dans un but d'intérêt social, mais pas possible en fonction de la catégorie de l'agent. Adhésion facultative pour les employeurs et adhésion facultative pour les agents. Mais si l'employeur a décidé d'adhérer au contrat collectif, seuls les agents adhérents à la convention de participation pourront bénéficier de la participation employeur. Donc, en synthèse, si la collectivité décide d'adhérer à la convention de participation, qu'elle soit proposée par le CDG ou que lui-même puisse en passer une, avec suite à un appel à concurrence, comme on l'a évoqué avant, ce ne sont que les agents de la collectivité qui adhéreront à la convention de participation choisie par l'employeur qui pourront bénéficier des 7 €, ou de la participation minimale, en tout cas de 7 €, voire plus si la collectivité a décidé de donner plus. J'espère que vous suivez. Les prochaines étapes, donc pour vous, et c'est là où on a une temporalité, et on le regrette, mais on ne peut pas faire autrement malheureusement, qui est un peu serrée. Donc pour les collectivités et établissements publics rattachés au CST du CDG et les collectivités et établissements publics ayant leur propre CST, mais ayant donné mandat au CDG et qui souhaitent adhérer à la convention de participation proposée. Donc là, c'est à partir du 16 juillet, c'est-à-dire à partir de la décision du conseil d'administration du centre de gestion d'attribuer et de choisir l'opérateur territorial mutuel comme lauréat de la consultation. Donc là, vous pouvez choisir d'adhérer. Et plus l'adhésion de la collectivité est faite tôt, mieux ce sera pour la mise en place du contrat. Parce que cela suppose un certain nombre d'étapes et d'informations des agents, des collectivités bien sûr, et des agents suivants, ce qu'on va développer après. Donc à partir du 16 juillet, la collectivité ou établissement public prend connaissance des propositions du CDG et mène son dialogue en interne. C'est-à-dire que là, vous avez vu le taux, vous avez vu les garanties qu'il y avait en face. À partir de là, vous pouvez saisir pour avis sur la délibération d'adhésion à la convention de participation. Si vous souhaitez, si l'offre qu'on vous propose vous convient, si vous souhaitez adhérer, vous devez saisir le CST pour avis. Donc, vous proposez la délibération. On va vous proposer, puisqu'elle est un modèle, et également lui proposer au CST pour saisir le CST pour avis sur la délibération du niveau de participation, sachant que le niveau de participation de la collectivité ne peut être inférieur à 7 €. Ensuite, vous devez prendre dans la délibération, vous devez décider de l'adhésion à la participation proposée par le prestataire via le CDG, donc celle qu'on vous a déroulée tout à l'heure, et autoriser l'autorité territoriale à signer les documents d'adhésion au dispositif du CDG. Je rappelle, vous saisissez le CST pour avis sur la convention et sur le niveau de participation, et ensuite vous délibérez pour acter la décision d'adhésion à la convention de participation et pour décider du niveau de participation que vous souhaitez donner à vos agents dans le cadre de cette convention. Et ensuite, arrive une phase de communication auprès des agents pour la mise en place effective
le déploiement du contrat, comme dirait Madame Perrault, où les agents, ceux qui décident de rentrer dans la convention, vont devoir résilier leur contrat antérieur, s'ils en avaient, et signer des bulletins d'adhésion pour pouvoir être couverts et garantis. Si votre collectivité n'a pas donné mandat, si votre collectivité décide de ne pas adhérer à la convention proposée via le CDG, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, possibilité de participer via un prestataire labellisé, choisi par l'agent. Donc là, à charge pour lui de prouver que le prestataire est bien labellisé. Et dans ce cas-là, vous pourrez lui verser la participation si vous avez fait le choix de passer par un prestataire labellisé et de n'intervenir qu'à cette condition-là. Soit vous avez une autre possibilité qui est de lancer une consultation, comme nous on l'a fait, comme le CDG l'a fait pour le compte de toutes les collectivités landaises. Là, ça serait uniquement pour votre propre compte, pour le compte de la collectivité. Et donc là, vous allez désigner un prestataire dans le cadre d'une convention également de participation à adhésion facultative. Et là, c'est comme par rapport au CDG. Dans ce cas-là, seuls les agents qui souscrivent à cette convention, qui pourront bénéficier de la participation employeur. Et là, de la même manière qu'on a pu l'évoquer tout à l'heure, il faudra saisir le CST et sur le lancement de la consultation, et évidemment sur l'adoption de la convention de participation et le niveau de participation. Donc nous, on va vous communiquer, et les liens sont actifs sur la présentation. Vous avez les différentes délibérations, modèles de délibération à prendre. Vous avez également l'avis du CST. Donc la délibération pour l'attribution de prestations de prévoyance signature de la convention proposée par le CDG, la délibération sur la participation employeur. On vous a mis les conventions de participation et les conditions particulières. En fait, c'est l'offre, les éléments les plus importants de l'offre proposée par Territorial Mutuel. Et on vous a mis également le modèle de délibération. Si vous ne souhaitez pas adhérer à la convention qu'on vous propose, mais que vous voulez, que vous souhaitez lancer vos propres procédures, donc vous avez les deux modèles de délibération de participation dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention de participation en propre, avec la délibération initiale, la délibération finale et la délibération de participation en prévoyance dans le cadre d'une procédure de labellisation. Évidemment, tout ceci suppose aussi le fait que vous lanciez en propre ne vous exonère pas de la saisine du CST pour avis, évidemment. Donc, à cet effet, et avec le concours de Fadela Bouhaddi et de Corinne Lévy, on a rajouté, augmenté des dates et rajouté des dates de CST pour essayer de se mettre en concordance avec la temporalité des uns des autres et les contraintes de temps. Donc voilà, là on vous a mis les nouvelles dates, donc 23 septembre avec date limite de dépôt le 2 septembre, 14 octobre avec date limite de dépôt le 16 septembre, et 18 novembre avec date limite de dépôt et dossier au 21 octobre. On a mis en téléchargement le formulaire de saisine adressé au CST. Pour celles qui sont rattachées au CST du CDG, l'adresse ne change pas. Là, je vous propose de laisser la parole à Madame Perrault. Je vous laisse décrire. Ouais. Donc bonjour à tous. Le document que vous voyez, donc c'est le document en fait de validation du mandatement de Territorial Mutuel. D'ici quelques jours, en fait, Territorial Mutuel va vous envoyer en direct sur l'ensemble des adresses mail qui m'ont été fournies par le centre de gestion cette communication. Donc en fait, le principe aujourd'hui, vous avez l'information qui vous a été donnée par votre centre de gestion. Si vous souhaitez en fait avoir des échanges avec Territorial Mutuel ou sur l'offre, ou si vous souhaitez déjà mandater et activer en fait le contrat collectif, la première priorité, c'est de me compléter en fait ce document qui apparaît à l'écran. Attention, le document là, qui apparaît à l'écran est totalement, comme vous le voyez, en mode projet, parce qu'actuellement, on est en train de terminer de valider les documents contractuels avec le centre de gestion. Donc, la première priorité, ça sera de me retourner ce document-là à l'adresse mail qui sera dédiée au CDG 40. Dans un deuxième temps, comme je vous l'ai mis, si vous ne les avez pas encore, vos délibérations, selon si ça doit passer en CT au CDG ou si c'est dans votre propre CT, les délibérations précisant bien le fonctionnement de la prise en charge de votre régime indemnitaire et de la participation. Pourquoi en fait Territorial Mutuel vous demande ces documents-là? Tout simplement, c'est pour être sûr au niveau de la communication auprès de vos agents qu'on connaisse bien les règles de votre régime indemnitaire, car comme vous le savez, maintenant, chaque collectivité peut choisir d'arrêter
son régime indemnitaire dès le 1er, 15e, 30e jour. Chacun est un petit peu libre maintenant de son choix. Et du montant de la participation, ça c'est pour éviter, quand on va faire de l'information auprès de vos agents, si imaginons on a des agents qui souhaitent qu'on leur fasse des simulations de cotisation, qu'on puisse bien les informer sur le montant de votre participation en disant clairement, bah aujourd'hui, monsieur, ça vous coûterait 25 €, moins, imaginons, 10 € de la part de votre employeur, donc à la charge de l'agent, en fait, réellement 15 €. Et ensuite, la délibération de rattachement de la convention avec le CDG 40. Ça, c'est pour bien confirmer qu'il y a bien un lien qui est créé entre la collectivité et le centre de gestion. Je vous précise juste, j'en profite parce que certains CDG font payer l'accompagnement que va faire le centre de gestion et le lien qu'il a déjà créé avec l'opérateur territorial mutuel. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de convention tripartite, ce qu'on appelle les conventions tripartites qu'on peut trouver dans certains départements, parce que nous, le service, en tout cas à cette heure, à cette date, est gratuit. Donc, c'est pour ça que voilà, il n'y a pas de lien juridique qui nous unit les trois, mais on suivra particulièrement le dossier et on a créé une cellule, on y reviendra là après pour aussi vous répondre et faire le lien le cas échéant. Ensuite, la communication, une fois que la collectivité a officialisé en fait son choix envers Territoria Mutuel, Territoria Mutuel va revenir vers vous pour proposer différents moyens pour pouvoir communiquer avec vos agents. Donc, on va vous proposer en premier lieu des réunions d'information. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de réunir l'ensemble des agents, alors ou sur une réunion, plusieurs réunions, ça on le définira avec chacune des collectivités, pour pouvoir donc informer et présenter les contrats. Sachez les collectivités qu'il y aura un PowerPoint qui va être mis à disposition pour l'ensemble des collectivités. Donc, c'est pas parce que on se rend compte, par exemple, que le 20 octobre, si vous le souhaitez, le document peut déjà être mis, si vous le souhaitez, sur vos intranets. Dès que il sera validé entre le CDG et Territoria Mutuel, il sera diffusé à l'ensemble des collectivités. Ensuite, il y aura un outil web personnalisé pour le CDG 40 directement. Donc, ça va permettre en fait aux agents qui le souhaitent de faire et de la simulation de cotisation, parce que c'est bien de savoir aussi combien ça va réellement coûter à l'agent s'ils souhaitent des options complémentaires. Et pour ceux qui le souhaitent, pourront aller même jusqu'à l'adhésion en ligne en instant T. L'avantage de l'adhésion en ligne, c'est que l'agent en automatique valide son adhésion, reçoit son document de réception. Et pour votre information, c'est de la signature dématérialisée avec les téléphones portables, un peu comme on peut avoir auprès de votre banque ou auprès d'autres organismes. Et le dernier point d'accueil, ça sera donc notre plateforme téléphonique qui pourra répondre à toutes les questions individuelles ou techniques au niveau des agents. Pour vous, les collectivités, sachez bien que je serai votre interlocuteur dédié avec une boîte mail générale. Ça veut dire qu'on ne communiquera pas sur la boîte mail pour certains qui me connaissent sur e-perro@territoria-mutuel. Ça sera une adresse mail qui va s'appeler cdg40@territoria-mutuel.fr. Ça, c'est pour regrouper en fait toutes les demandes et ensuite derrière, on pourra classifier vos demandes. Pour les réunions d'information, je voulais le préciser pour les petites collectivités qui, à des fois, ont du mal à avoir toutes leurs équipes le même jour, à la même heure de disponible. On va faire des réunions aussi par Comcom de rattachement. L'avantage d'être par Comcom, c'est que ça permettra, alors ou aux petites ou aux grosses collectivités, selon vos flux, selon vos demandes, de pouvoir libérer du personnel sur tout le long d'une journée, parce qu'on peut faire jusqu'à 4 ou 6 réunions dans la journée selon les salles que nous aurons à disposition par les Comcom. Juste par rapport à ça, effectivement, l'idée, c'est d'être au plus près de vous et de vos agents pour mieux communiquer, mieux expliquer. Après, évidemment, il vous appartient, à partir du moment où vous avez fait le choix de rentrer dans la convention, d'essayer d'être le plus souple possible pour que vos agents puissent avoir accès à une information, même s'il y a des outils Internet dématérialisés. On est quand même sur un sujet qui est complexe et qui, parfois, est mieux accompagné s'il y a un échange et si on peut poser sa question directement à la spécialiste. Il se trouve que Élodie Perrault sera toujours là, mais qu'elle est accompagnée d'une équipe d'agents qu'elle déploie aussi en fonction des demandes. Et elle peut s'adapter, je pense, là, plus aux grosses collectivités aussi, pour s'il y a de l'atypie dans les horaires, des choses aussi. Il faut s'adapter sur des horaires des services. Je pense aux aides à domicile ou je peux penser aussi au secteur des déchets ou comme ça qui peuvent commencer tôt et donc finir un peu. Enfin, qui ont tôt, donc les avoir l'après-midi pour dédier un temps pour eux. Les aides à domicile, on sait que c'est compliqué, c'est plutôt entre midi et 2 ou le soir qu'elles sont un peu plus dispo. Et encore,
pas toutes. Bon, il y a moyen de s'organiser, d'être agile pour essayer, à partir du moment où la collectivité aura fait le choix de rentrer dans la convention que nous proposons, de favoriser la diffusion d'informations. Tout à fait. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit. Donc ça, c'est notre interface qui vous permet, donc, comme je vous le disais, de simuler ou d'adhérer en ligne. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est vraiment quelque chose d'intuitif. Ça s'appelle 1, 2, 3 chez nous. En 3 étapes, vous pouvez aller jusqu'à votre adhésion. La première, en fait, je vais m'identifier. La deuxième, je vais simuler ma cotisation selon les choix. Et ma troisième, je vais faire ma signature en ligne si je le souhaite. Attention, je leur dirai à chaque réunion et à chaque information, il faut bien que les agents viennent avec leur bulletin de salaire. Vous vous doutez bien que je n'ai pas les bases de salaire de tous vos agents et que c'est le plus simple pour nous pour leur donner une cotisation la plus juste. Ensuite, comme vous le voyez, on aura un numéro de téléphone et une adresse mail dédiée. Ça, c'est vraiment pour la communication auprès des agents. Vous, les collectivités, les RH, vous aurez une autre, comme je vous disais, une autre boîte mail dédiée vraiment pour les services RH et une dédiée pour les agents. Ça, c'est pour vous montrer toujours l'état d'esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous un kit adhésion. Donc, c'est pour vous montrer, voilà, pour ceux qui ne souhaiteront pas être en démat, parce que je peux le comprendre que tout le monde n'a pas accès à Internet, ou il y a des agents qui aiment bien avoir les dossiers papier. N'ayez pas d'inquiétude, il est bien prévu aussi des kits papier qu'il faudra nous demander, en fait, au moment de la demande d'adhésion. On pourra vous fournir directement en livraison dans vos collectivités des kits adhésion avec une plaquette explicative et un bulletin d'adhésion pour chaque agent. Ensuite, j'allais faire un petit zoom sur tout ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est votre résiliation. Imaginons si la collectivité souhaite partir avec Territoria Mutuel et le centre de gestion. Le plus important à vous poser, c'est de vous dire, voilà, est-ce qu'actuellement on est en contrat collectif? Et là, j'ai un peu moins d'inquiétude pour les agents parce que c'est l'employeur qui va résilier le contrat pour l'ensemble des agents. Et donc ça, on n'oublie pas, ça se fait avant le 31 octobre pour date d'effet le 1er janvier en lettre de résiliation. Ou, attention, vous pouvez faire aussi une résiliation à titre conservatoire, ce qui permet en fait de vous poser la question en tant que collectivité, de dire je résilie au cas où, mais vu que je garde le titre conservatoire, si imaginons je ne valide pas l'offre avec Territoria Mutuel, je pourrais garder mon contrat actuel ouvert. À la différence, pour les agents individuels, il va falloir faire attention au contrat que vous pouvez avoir. Alors, j'ai cru comprendre par le CDG que quand même une grosse partie était plutôt chez un concurrent, et on va les citer, il n'y a pas d'importance, qui sont à la MNT. À la MNT, c'est des contrats, une grosse partie en individuel. Donc là, il faut bien en fait que chaque agent résilie individuellement son contrat. Bien sûr, n'ayez pas d'inquiétude, on proposera un accompagnement à ces agents-là. 2 possibilités, je voulais quand même le dire. Ou on fait une lettre de résiliation classique, manuelle, si vous me permettez. On a des modèles à titre d'information qu'on donnera aux agents qui nous remettront et que nous, on enverra en lettre recommandée à la mutuelle, l'ancien assureur. Ou bien l'agent, sachez maintenant qu'il y a une nouvelle réglementation depuis 2023 qui permet la résiliation en 3 clics sur l'espace adhérent de l'agent. Donc ça peut être pas mal de communiquer dessus parce que la première priorité, ça sera surtout de rencontrer vos agents avant les délais maximum, le 31 octobre, où là, l'agent sera réduit à rester toute l'année 2025 avec son contrat individuel. Mais attention, parce que s'il n'a pas résilié, il ne pourra plus accéder à la participation de l'employeur au 1er janvier 2025. Comme vous l'a expliqué M. Savary, à partir du moment où la collectivité va mandater Territoria Mutuel, au 1er janvier 2025, la participation ne pourra être dédiée qu'aux agents qui auront validé l'offre chez Territoria Mutuel. Et on arrive à la foire aux questions. Voilà, donc on a essayé de faire une foire aux questions pour essayer de répondre de manière anticipée à vos questionnements. Donc ceux qui ont déjà eu la curiosité de regarder le PowerPoint ont peut-être déjà trouvé des réponses, en tout cas je l'espère. Sinon on va dérouler et puis à l'issue de ce déroulé, on reprendra l'ensemble des questions que vous posez par ailleurs, et puis on tâchera d'y répondre. Alors, donc on est dans des cas des exemples, des situations particulières. On va essayer d'être le plus pédagogue là aussi. Donc, j'ai déjà une convention de participation adhésion facultative et souhaite adhérer à la vôtre. Comment je fais?
Alors là, on parle pour la collectivité. Hein. Donc, vous devez solliciter l'avis du CST, donc ça c'est immuable, délibérer et regarder, pour dire que vous souhaitez adhérer à la convention de participation, et regarder les modalités et conditions de résiliation de la convention en cours. Et donc là, on vous invite, moi j'ai déjà eu la question par des administrateurs du CDG, à bien regarder vos contrats où les délais seront spécifiés. Et attention, vous devez vérifier s'il existe bien un dispositif de maintien des prestations versées ou à verser en cas de résiliation du contrat collectif d'assurance. Là, ça veut dire, Madame Perrault, c'est pour assurer une continuité de prise en charge. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle l'application de la loi E20. Ça veut dire que même si l'agent résilie son contrat, tout sinistre ouvert aura l'obligation par la mutuelle de maintenir les prestations tant que l'agent n'aura pas repris le travail. Voilà. N'aura pas repris son activité à temps plein. Donc, ce n'est pas parce qu'on change de contrat qu'on n'est plus couvert. Donc, faites attention à ça. On est couvert par l'ancien. Ouais, par l'ancien, c'est ça. Autre cas, j'ai déjà une délibération de participation garantie de prévoyance pour les agents. Dois-je encore délibérer? Donc là, la réglementation ayant évolué, on vous conseille de reprendre mon modèle afin de délibérer à nouveau de reprendre le modèle proposé. Pour adhérer à la convention du CDG au contrat collectif, vous devez délibérer sur cette adhésion et confirmer le montant de participation par agent. Donc c'est vrai que vous pouvez, parce que la réglementation, elle évolue, vous le savez. Donc on vous conseille plutôt de repartir sur les modèles qu'on vous produit qui sont stabilisés techniquement, de manière à garantir le bon respect de la réglementation. Alors, autre cas, ma collectivité a donné mandat au centre de gestion et souhaite adhérer au 1er janvier 2025. Quelles conséquences? Alors, si vous n'avez pas encore mis en place le régime de participation prévoyance dans la collectivité, vous devez délibérer en ce sens, en prenant en compte que les agents déjà souscripteurs d'un contrat individuel d'assurance prévoyance devront le résilier au plus tard le 31 octobre pour pouvoir adhérer au nouveau contrat collectif proposé par le CDG et bénéficier de la participation. D'accord? Donc là, vous devez délibérer, évidemment, saisir le CST auquel vous êtes rattaché pour avis et adhérer à la convention de participation et verser la participation. Et les agents qui auraient un contrat labellisé donc devront le résilier. Si vous avez déjà mis en place un régime de participation de prévoyance, on retombe sur le cas qu'on a évoqué juste avant, avec souscription d'un contrat collectif à adhésion facultative, vous devez le résilier, donc on vous renvoie aux conditions en respectant le préavis de résiliation annuel et délibérer pour adhérer au nouveau contrat proposé par le CDG. Et évidemment, vous devrez aussi délibérer sur le versement de la participation. Alors, avec versement de la participation des contrats labellisés, vous devez délibérer pour adhérer à la convention de participation proposée par le CDG, en prenant en compte que les agents déjà souscripteurs d'un contrat individuel devront le résilier au plus tard, donc le 31 octobre, on l'a dit, pour adhérer au nouveau contrat collectif proposé par le CDG, et dans ce cadre, bénéficier de la participation employeur, qui est, je le rappelle, de 7 € minimum, plancher. Ma collectivité a donné mandat au centre de gestion, mais ne souhaite pas adhérer au 1er janvier 2025. Quelles conséquences? Alors, vous devez respecter l'obligation de verser au 1er janvier 2025 la participation à employeur de 7 € minimum et choisir le mode de contrat d'assurance éligible à la participation, soit le labellisé, soit le collectif. Donc ça, quoi qu'il arrive, vous devez vous prononcer sur ces deux points. Donc, si vous n'avez pas encore mis en place de régime participation prévoyance, vous devez délibérer en ce sens. Soit par la souscription d'un contrat collectif à adhésion facultative ou obligatoire, même si là c'est plus théorique, obligatoire en propre réalisé dans le cadre d'une procédure d'appel à concurrence, en prenant en compte le fait que les agents déjà souscripteurs d'un contrat individuel d'assurance prévoyance devront le résilier, on vient toujours sur la même règle, au plus tard le 31 octobre, pour adhérer au nouveau contrat collectif et bénéficier de la participation. Soit vous faites le choix de la labellisation, dans quel cas vous n'avez pas de procédure de concurrence et de désignation pour trouver un opérateur, et là vous participerez uniquement sur la preuve, évidemment, que l'opérateur est bien labellisé, vous participerez au contrat individuel labellisé sous cette condition-là. Si vous avez déjà mis en place un régime de participation de prévoyance, dans ce cas-là, avec la souscription d'un contrat collectif à adhésion facultative, il continue à courir jusqu'à son terme
à la condition du respect du minimum de participation de 7 €. Avec versement de la participation des contrats individuels labellisés, la délibération continue à courir à condition du respect minimum de participation de 7 €. D'accord? Donc, soit vous cassez le contrat, soit vous le poursuivez, mais vous le mettez à jour en termes de participation, soit vous restez en labellisé et vous le mettez à jour en termes de participation. Ma collectivité a donné mandat et souhaite adhérer au plus tard au 1er janvier 2026. Plus tard. Oui, adhérer plus tard au 1er... Oui, plus tard. Pas tout de suite, c'est pas au 1er janvier. Oui, plus tard au 1er janvier 2026. Quelles conséquences? Si vous avez adressé votre fichier statistique dans le cadre de la consultation lancée par le CDG, alors vous pourrez adhérer au 1er janvier 2026 en bénéficiant du taux mutualisé. D'accord? Donc là, il n'y aura pas de changement. C'est de 25, vous pourrez adhérer à ce moment-là. Pour le cas où ma collectivité n'a pas donné mandat et souhaite adhérer plus tard au 1er janvier 2026. Donc là, ça veut dire que vous n'avez pas donné mandat et vous n'avez pas adressé votre fichier statistique dans le cadre de la consultation lancée par le CDG. Alors, vous pourrez adhérer au 1er janvier 2026, mais sous réserve de communiquer le fichier statistique qui servira de base à la communication du taux de cotisation proposé par Territorial Mutuel en l'occurrence, qui seront mutualisés ou spécifiques pour tenir compte d'une sinistralité particulière par rapport à la collectivité. Alors, sur ce point-là, aujourd'hui, le décret en application prévoit cela, le décret de 2022. Sur ce point, c'est pour ça qu'on a mis point en cours de consolidation, on est un peu on va dire perturbé par une note de la DGAHP qui assimile tout le process de consultation pour trouver un opérateur pour les garanties de prévoyance au code de la commande publique. Et à partir de là, les juristes spécialistes de la commande publique disent si vous modifiez le besoin, et donc si vous intégrez des collectivités qui n'étaient pas dans le besoin initial objet de la consultation, vous devez lancer une nouvelle consultation. Donc aujourd'hui, on a un problème entre un décret qui nous dit l'inverse, mais qui donne un cadre très spécifique, et une note de la DGAHP qui n'a pas été publiée, mais qui existe et qui est diffusée par les services de l'État. Donc sur ce point, on va appliquer le droit actuel et le décret, mais il se peut qu'il y ait, donc on doit saisir la préfecture des Landes pour que ça remonte au niveau national pour avoir une réponse stabilisée, parce que c'est un facteur d'incertitude, pas forcément de risque, puisqu'on a le décret avec nous, mais ce point doit être éclairci, ça c'est clair. Ensuite, j'ai déjà une garantie prévoyance et souhaite bénéficier des garanties de la convention nouvelle. Comment je fais? J'ai entendu parler d'un délai de 2 mois. Alors, dans ce cas, il convient de résilier le contrat individuel en respectant le préavis contractuel, généralement 2 mois. Donc là, on parle pour l'agent, on est d'accord, hein? À défaut, le contrat est reconduit pour une année complète. Il convient d'être très prudent quant à la résiliation du contrat individuel lorsque l'agent est déjà en arrêt de travail. La loi Hamon s'applique dès lors que l'assureur n'a pas communiqué l'appel de cotisation au 31 octobre. C'est-à-dire que l'agent peut résilier en novembre et décembre si ce document n'est pas envoyé et reçu. Il convient d'être très prudent quant à la résiliation du contrat individuel lorsque l'agent est déjà en arrêt de travail, afin de conserver le maintien du versement des prestations et donc de vérifier le dispositif de maintien des prestations dans le contrat d'assurance. Un Perrault, peut-être quelques... Alors, tout à fait. En fait, l'application de la loi E20 en contrat individuel fonctionne que dans la continuité. Ce que j'appelle la continuité, mon agent est en arrêt septembre 2024 et il reprendra que février 2025. Il a donc résilié son contrat au 31 décembre. L'ancien assureur continue à l'indemniser jusqu'au 31 janvier. L'agent reprendra le travail au 1er février et aura adhéré entre-temps chez Territorial Mutuel. Mais attention, si l'agent avait une rechute de pathologie, l'application de la loi E20 en contrat individuel ne s'appliquerait pas. Ça veut dire que l'arrêt de travail qui pourrait commencer à partir du 1er février, que ça soit une rechute ou une nouvelle pathologie, sera bien imputé à Territorial Mutuel. À la différence, l'application de la loi E20 se fait en contrat collectif. Imaginons, votre collectivité avait un contrat collectif, des agents sont en arrêt de travail au moment du transfert entre l'ancien opérateur et Territorial Mutuel. L'ancien
opérateur maintiendra bien les prestations. Simplement, s'il y a aussi rechute de pathologie, surtout pour les cas un peu plus graves, les cancers, les choses comme ça, c'est bien l'ancien opérateur qui devra maintenir les prestations pour rechute. Sachez que Territorial Mutuel, à l'ouverture du dossier, vous fera un courrier de refus à destination de l'agent pour pouvoir justifier auprès de son ancien opérateur que Territorial Mutuel ne le couvre pas. Car comme vous le savez, au niveau de la loi, l'agent ne peut pas avoir 2 mutuelles ou 3 mutuelles pour être pris en charge et se dire « j'aurai 3 fois mon salaire ». J'ai déjà une garantie prévoyance et souhaite bénéficier des garanties optionnelles de la convention nouvelle. Là, ce n'est pas possible. L'adhésion à des garanties optionnelles suppose l'adhésion obligatoire aux garanties minimales, incapacité et invalidité. Ce n'est pas à la carte, en fait. Vous vous inscrivez dans un contrat. Si la collectivité a souscrit une convention de participation et que vous décidez d'adhérer, vous devez prendre à chaque fois le socle de base des garanties minimales et de manière optionnelle, facultative, les autres garanties. Mais c'est pas je prends que l'optionnel et je prends pas les garanties minimales parce que j'aurai un contrat par ailleurs. Un agent est en arrêt et souhaite intégrer la convention. Comment on fait? Alors, Mme Perrault vient d'y répondre un petit peu. Tout d'abord, pour un agent déjà en arrêt de travail, il convient d'être prudent sur les conséquences de la résiliation de son contrat d'assurance individuelle, si c'était le cas. Dans ce cas, la recommandation est d'identifier la clause relative au maintien ou non des prestations versées et ou à verser avant de procéder à toute résiliation qui supprimerait tout droit à prestations futures. Donc là, Mme Perrault vient de préciser que si c'est de l'ordre de la rechute, tout à fait. Le contrat collectif couvrira si la personne avait un contrat individuel. Quand on est dans les 6 mois de l'adhésion de l'employeur au contrat collectif, l'agent en arrêt de travail peut formuler sa demande d'adhésion plus tôt, ce qui évitera la période de stage de 6 mois applicable dès le 7e mois de l'effet du contrat collectif. Son adhésion deviendra effective à compter du 31e jour après sa reprise du travail. Si l'agent n'avait pas de contrat. Voilà. Sinon, c'est en suivant. Tout à fait. Si l'agent, vous avez déjà un agent qui soit en contrat individuel ou contrat collectif, peu m'importe. Que l'agent peut me justifier qu'il était déjà couvert toute l'année 2024, moi, je vais lui demander avec son bulletin d'adhésion un justificatif. Alors, si c'est un contrat collectif, je ne lui demande pas un justificatif, c'est l'employeur qui va me l'assurer. Si c'est un contrat individuel, je lui demande un justificatif. Alors, peu m'importe, ça peut être un échéancier, un courrier de résiliation, un courrier d'information de son opérateur actuel. Et nous, en fait, on prendra le relais. Ça veut dire qu'il pourra bien adhérer au 1er janvier 2025. Il payera chez Territorial Mutuel des cotisations. Il ne payera plus de cotisations à son ancien assureur et c'est pourtant bien l'ancien assureur qui continuera à maintenir les prestations tant que l'agent n'aura pas repris le travail. Donc, pas d'inquiétude pour les agents en arrêt qui sont actuellement couverts en contrat individuel ou contrat collectif, il y aura un relais fait par Territorial Mutuel. La question la plus importante, c'est pour les agents qui seraient en arrêt de travail sans aucun contrat. Là, c'est bien la problématique pour ces agents-là. Je leur demanderai bien 30 jours de reprise consécutifs à la date de retour dans leur collectivité. La collectivité a adhéré et un agent souhaite entrer dans la convention en cours d'année. Comment cela se passe? Dès lors que l'employeur a adhéré, les agents peuvent adhérer à tout moment sous réserve d'avoir résilié leur contrat individuel pour les agents disposant déjà d'un contrat de prévoyance. Pour rappel, toute disposition du contrat ne peut différencier les agents selon leur statut. L'agent embauché dispose donc de 6 mois pour adhérer. Au-delà, sa demande d'adhésion est prise en compte moyennant un délai de stage de 6 mois. J'ai un agent en temps non complet, la participation à verser est supérieure à sa cotisation. Comment je fais? Attention, là on le voyait parfois sur les anciennes délibérations de participation employeur, il n'y a pas de proratisation en fonction de la quotité. Donc du coup, la participation employeur ne peut excéder le montant, malgré tout, de la cotisation. Donc elle va être écrêtée et la participation se limite alors au montant de la cotisation. C'est vrai, une sorte d'abattement sur la participation ou un écrêtement, voilà. Pas qu'il y ait plus de participation versée que de cotisation versée. Les agents ont une obligation à souscrire un contrat de prévoyance au 1er janvier 2025. Non. Et c'est là la grosse différence avec l'accord national du 11 juillet, qui n'a pas été transposé. Donc, à ce jour, les agents n'ont aucune obligation d'adhérer à un dispositif de protection
sociale complémentaire en matière de prévoyance, même si cela est fortement recommandé. Comment? Je dis, il faudra qu'il se prépare pour 2027. Oui, ça peut-être même avant. Enfin, on verra. C'est pas comment les textes vont être transposés, mais en tout cas, on le voit. Je fais un aparté, on le voit par rapport au fonctionnement du conseil médical, notamment. Je sais que même souvent les jeunes ne sont pas couverts en termes de prévoyance, mais c'est vraiment, à notre sens, c'est vraiment important qu'ils le soient. Parce que c'est vrai qu'il y a un effet de solidarité intergénérationnelle, donc ça permet de nourrir le contrat et ça évite des hausses de cotisation. Mais en même temps, aujourd'hui, personne n'est épargné et personne n'est à l'abri du pire. Et voilà, quand on peut compter sur cette garantie-là, surtout aux conditions qui nous sont proposées là, je pense que c'est quand même intéressant, même si c'est vrai, pour les agents qui n'avaient pas de prévoyance, c'est toujours un coup de plus. Mais ça peut être aussi un coup de pouce au bon moment, quoi. Sur quels éléments du salaire les agents vont-ils cotiser? On l'a déjà un peu abordé, ces traitements indiciaires, la NBI, le CTI, l'indemnité compensatrice de la CSG, le régime indemnitaire à exception des primes et indemnités qui ont un caractère de remboursement de frais ou dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir, comme le CIA notamment. Enfin, c'est la dernière. Voilà, j'avais bon mémoire. Doit obligatoirement assurer le régime indemnitaire. Les garanties du contrat prévoyant le versement des 90% du net en incapacité de travail et invalidité comprennent le régime indemnitaire. Celui-ci doit obligatoirement être déclaré dans l'assiette pour le calcul de la cotisation payée par l'agent. Ça, c'est à partir du moment où on est à demi-traitement. En facultatif, vous avez pour les périodes de plein traitement. C'est là, ça, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, même si c'est pareil, vu le coût proposé, on vous le conseille. La garantie complément incapacité de travail, pourquoi faire? En vertu du principe de parité avec la fonction publique de l'État, le régime indemnitaire ne peut pas être maintenu pour les agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie. Aussi, pendant toute la période pendant laquelle un agent est en CLM, CLD ou CGM et indemnisé à plein traitement, il ne perçoit pas son régime indemnitaire. La garantie prévoyance intervient uniquement lors du passage à demi-traitement et prévoira l'indemnisation du régime indemnitaire pendant ces seules périodes. Cette garantie optionnelle, je viens d'en parler, 0,14 du revenu de référence, permet ainsi le maintien du régime indemnitaire pendant la période à plein traitement et dès le premier jour d'arrêt. Tout à fait. Alors, sur ce point, un petit point d'actu, puisqu'il y a un décret, peut-être vous l'avez vu passer, en tout cas on va communiquer dessus, qui est sorti pour l'État, pour la partie traitement indiciaire, où de mémoire, on passe de 50 à 60%, je crois, du traitement indiciaire, uniquement pour les cas de CLM et CGM. Et en matière de régime indemnitaire, si j'ai bonne mémoire là aussi, mais là, ça supposerait, en tout cas, c'est une note notamment de CIG Petite Couronne, ça supposerait un accord national collectif. Le régime indemnitaire passerait l'État, enfin la collectivité qui le choisirait, pardon, l'État lui ça va être obligatoire, mais la collectivité qui le déciderait pourrait verser 33% du régime indemnitaire et après ça, la première année, après ça passe à 60 et la deuxième 66, la deuxième et troisième année. Alors tout ça, c'est soumis à délibération du Conseil de l'Assemblée délibérante. Donc ça, c'est un changement qui serait applicable au nom du principe de parité. Donc là, c'est pareil, on va saisir les autorités, même si déjà entre nous sur déjà ces échanges, et on ne voit pas pourquoi le principe de parité qu'on a su nous appliquer sur le maintien du régime indemnitaire en période de CLD, CLM, CGM ne s'appliquerait pas et il ne viendrait pas là constituer un avantage pour nous, mais aujourd'hui, ça serait soumis, en tout cas conditionné à un accord national collectif. Bon, on va voir de quoi il s'agit exactement, mais on va interroger là aussi les services de la préfecture, parce que les textes, comme souvent malheureusement, ne sont pas toujours très très clairs. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on s'est organisé pour essayer de vous accompagner le mieux possible, du mieux possible, à répondre à toutes vos questions. Donc, pour la partie territoriale mutuelle, c'est Elodie Perrault, donc vous avez son mail, son numéro de téléphone, et puis elle aura l'occasion de revenir dans le département pour venir répondre aux questions plus près de chez vous, et puis mener des réunions d'information. Et puis en interne, nous, c'est structuré. On est en cours de recrutement d'une autre personne pour venir nous épauler, parce que c'est Laurent Payoc que j'ai à côté de moi et qui voilà, est le référent, mais
Il a d'autres casquettes, hein, c'est un homme occupé, plein de responsabilités. Donc là, il s'occupera de la PSC avec moi. On essaiera de vous répondre le plus possible, du mieux possible à toutes vos questions. Bon, sur la partie réglementaire, lors de la vie des CST, je pense qu'on commence à maîtriser le sujet depuis le temps qu'on y bosse. C'est vrai qu'après, sur les parties contractuelles, vous avez vu les changements de contrat, les garanties et les cas particuliers. C'est vrai que bon, on commence à avoir acquis une certaine expertise, mais bon, on sait qu'on a notre opérateur et puis Elodie Perrault pour nous aider à répondre aux questions que vous vous posez. Et justement, sans transition, on va passer aux questions. Alors, il y a eu plusieurs questions sur les conditions d'évolution des taux. Oui. Donc, la première année, ce serait 2,25. Tout à fait. Plusieurs collectivités se posent la question, quid après la première année? D'accord. Il y a l'encadrement des taux. Tout à fait. 2 ans, je vous donne Tout à fait. C'est 2 ans. C'est bloqué 2 ans et à partir de la 3e année, l'évolution par rapport au P sur C, hein, donc prestation sur cotisation, selon s'il est supérieur à 100, on n'oublie pas que 100, c'est la limite maximum. En dessous, le contrat est tout à fait positif. Au-dessus, le contrat est déficitaire. Et à partir de là, en fait, il y a une évolution de la sinistralité qui est préprogrammée dans le cahier des charges. Alors, si vous voulez, par exemple, un exemple pour vous donner. Si, par exemple, le P sur C est au-dessus de 110%, la majoration sera de 10%. Entre 100 et 110, il n'y a pas d'augmentation tarifaire. Ensuite, entre 110 et 120%, on passe à 15% d'augmentation. Alors, on n'oublie pas que ça, c'est réglementaire au cahier des charges, mais après, c'est ce qu'on appelle une phase de négociation qui sera faite en pilotage chaque année avec le centre de gestion. Donc, autrement dit, l'évolution du contrat est quand même encadrée. Et c'est vrai que Territorial Mutuel, dans la phase de négociation, a borné en fait l'évolution du contrat en disant que si ça augmentait de 10%, si la sinistralité augmentait de 10-15%, au-delà, c'est limité à 15%. Donc, ça permet de préserver le taux de 2,25. Sur le chemin qui séparait le lieu de stationnement du véhicule au département, on a échangé aussi sur l'impact du décret qui vient de sortir sur l'avis du contrat. Donc, normalement, c'est quelque chose qui est plutôt positif pour nous, puisque il y a des obligations statutaires qui n'ont plus à être couvertes puisqu'elles sont assurées directement par la collectivité. Donc, tout ça va venir nourrir les discussions et de négociations. Et c'est pour ça que chaque année, de toute manière, on aura, c'est prévu par le décret d'ailleurs, un comité de suivi et un moment de dialogue où on va demander à Mme Perrault des comptes, en fait. Donc, on va étudier la sinistralité des collectivités parce qu'elle va nous dire, oui, telle ou telle collectivité a beaucoup de sinistralité, donc ça aurait tendance à impacter à la hausse le contrat. Et d'autres à côté, peut-être n'auront pas de sinistralité du tout. Donc, il y aura chaque année quand même, puisque c'est prévu par les textes, une revoyure, un comité de suivi, et on va analyser, c'est le travail des actuaires, c'est un fabuleux métier. On ira même un peu plus loin parce qu'on s'est rendu compte, ayant déjà travaillé avec différents CDG, comme vous le savez, le CDG 33 était déjà chez nous en clientèle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, il y a eu une grosse problématique avec des feux importants sur le bassin d'Arcachon qui ont créé vraiment une panique générale, des situations d'agents qui n'étaient pas très bien en bonne situation. Il faut le savoir qu'avec les centres de gestion, on met en place des conventions de prévention. Et on pourra, imaginons, je constate qu'il y a une collectivité qui a une sinistralité vraiment plus importante que les autres collectivités. On va se permettre avec le centre de gestion d'aller interpeller la collectivité pour comprendre le raisonnement. Est-ce que c'est un raisonnement, il y a eu une problématique, un fait culturel ou un fait d'État, ou est-ce que c'est une problématique en interne, etc. Et en fait, on pourra accompagner les collectivités à trouver des issues, des leviers en tout cas, pour améliorer leur sinistralité et ne pas avoir un impact que sur cette collectivité-là, et bien jouer la côté mutualisation, parce que l'objectif avec le CDG, c'est quand même que tout le monde arrive à maintenir son taux et qu'on ne va pas cibler la mauvaise collectivité parce qu'il y a eu une problématique à un instant T. On reste solidaires les uns les autres, on reste mutualistes les uns les autres. Nous, ça a toujours été notre leitmotiv au cours de cette consultation et de la mise en place de ce contrat, c'est
le taux le plus bas pour les meilleures garanties. Je pense qu'on a atteint l'objectif, en tout cas, du taux, puisqu'on a le plus bas. Et les garanties, on a pris celle de l'accord national. Je pense qu'il est même un peu mieux. Donc, il est difficile de faire plus. Donc, je pense que de ce côté-là, nous, on a rempli l'objectif. Après, c'est sûr que c'est un contrat qui vit. Vous savez qu'en matière statutaire, parfois, les sinistralités impactent. Donc là, le fait qu'on soit dans le cadre du mandat, on va analyser effectivement concrètement les stades des collectivités. Et c'est vrai qu'il y a ce que prendra en charge en accompagnement l'opérateur. Il y a ce que le CDG fait aussi déjà avec ses services prévention, et on pourra de manière coordonnée agir et être mieux à votre côté pour justement limiter la dégradation du taux. L'objectif, c'est qu'on arrive sinon à conserver ce taux. On ne va pas rêver de le faire baisser, mais en tout cas faire en sorte qu'il ne se dégrade pas. Parce que c'est aussi des deniers publics et on sait que la période est complexe sur le sujet en la matière. Il y avait plusieurs questions sur la proratisation des 7 € en fonction du temps de travail. Donc, on a bien dit que ce n'était pas possible. Il n'y en a pas. Et on ne peut pas non plus proratiser en fonction de la catégorie A, B ou C. On peut proratiser en fonction d'un revenu, mais pas d'une catégorie. Par exemple, indice 500, indice 400, peu m'importe. Vous pouvez mettre des seuils avec 3 ou 4 ou 5 participations. Ça, c'est vraiment au choix de la délibération. Une question sur le prélèvement sur salaire. Oui, le précompte sur salaire. Se fera donc précompté par la collectivité. Pardon, je n'avais pas compris la question. Je confirme bien. Vu que c'est des contrats collectifs, c'est bien la collectivité qui va précompter aussi bien le socle de base que les garanties optionnelles. Et la collectivité reversera l'intégralité des cotisations à Territoria Mutuelle au choix, et ça on le verra en deuxième étape, ou mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. En règle générale, les collectivités, vous prenez mensuellement. Et nous, on règle bien les cotisations à terme échu. J'adhère au mois de janvier, je prélèverai sur le salaire de fin janvier sur le salaire de l'agent. Et la participation, elle est aussi imputée directement sur le bulletin de salaire. Une question sur les simulations prévues pour les agents. Oui. Est-ce que la collectivité doit avoir conventionné ou pas? Oui, l'agent pourra de lui-même aller. Ah non, l'agent peut tout à fait en amont faire sa simulation. Les collectivités pourront même nous demander en amont, ce qui me paraît tout à fait normal avant de dire je vais faire adhérer mes agents, de se dire Madame Perrault, quel est l'état de mon portefeuille actuel? Pouvez-vous me dire pour la liste de mes agents combien ça ferait un par un? Alors là, c'est très clair, on peut le faire, mais on vous demandera une extraction de votre fichier Excel avec tout simplement un nom et un prénom, ça c'est pour identifier. Si vous ne voulez pas nous donner les noms et prénoms, ce n'est pas un problème, vous pouvez enlever et mettre des numéros. Nous, en fait, il faut simplement que j'ai une liste avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu m'importe. Le traitement de base, le régime indemnitaire et la NBI détaillée, et à partir de là, je vous calcule pour chaque agent une cotisation individuelle avec une fiche que vous pouvez leur remettre en amont des réunions. Il y a une demande pour savoir qui gérera le dossier. Est-ce que c'est l'agent ou est-ce que c'est le service RH? Pour l'adhésion? Non, pour les quand l'agent. Quand l'agent répond en sinistralité. Alors là, pour la sinistralité, il y a deux cas. Il y a la partie que la collectivité va saisir. Vous verrez, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va vous mettre à disposition un logiciel qui s'appelle le PGM chez nous, qui est un logiciel dématérialisé, qui permet à la collectivité en fait de déclarer son sinistre quand l'agent est à demi-salaire. Et l'agent aura aussi une partie à nous retourner, alors ou en format papier ou en format dématérialisé par mail ou par le biais de son espace adhérent. L'agent doit me fournir en fait ce qu'on appelle une déclaration de santé. En fait, on a besoin nous de savoir quelle est la pathologie pour laquelle l'agent est en arrêt. Est-ce que c'est une grippe, une gastro, un cancer? En fait, nous là-dessus, ça va nous permettre de calculer la sinistralité à prévoir, en fait, par rapport aux tables mathématiques. Et le deuxième document que l'agent doit nous fournir, c'est son RIB bancaire. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais la collectivité, réglementairement, en fait, n'a pas le droit de nous fournir le RIB bancaire de l'agent, tout simplement parce que l'agent pourrait faire le choix de dire je ne veux pas que mon argent soit viré sur le compte conjoint, le compte courant qui est conjoint avec mon mari, mais sur un livret XY ou sur un autre compte. Donc, c'est bien à l'agent de nous fournir son RIB bancaire.
Plusieurs questions, on a déjà répondu en fait dans la FAQ, hein, comme comment sait-on que l'agent a un contrat labellisé? Donc ça, vous l'avez pas dans la FAQ, mais dans le PowerPoint, vous avez un lien qui vous fait aller sur la TGAFP, qui vous donne la liste des contrats. Alors peut-être que plus particulièrement la collectivité voulait savoir si par exemple les agents adhèrent chez Territorial Mutuel, en individuel je parle cette fois-ci, imaginons que vous ne souhaitiez pas passer par le CDG, alors que ce soit Territorial Mutuel ou toute autre mutuelle labellisée, on a l'obligation légale au 1er janvier de chaque année de fournir une attestation de labellisation, elle s'appelle comme ça clairement, qui est réglementée par la loi. Donc c'est une attestation de labellisation qui regroupe les garanties que l'agent a souscrit, le taux de cotisation et le montant de sa cotisation mensuelle, qui fournira à sa collectivité en début d'année et qui permettra à la collectivité de lui verser la participation mensuellement pendant 12 mois. Et au 1er janvier de chaque année, je dois refournir une nouvelle attestation. Oui, des dossiers en cours au 1er janvier 2025, ça on en a déjà pas mal parlé. Hein, donc, c'est le principe de la capitalisation pour les contrats d'assurance statutaire. Même si l'agent résilie son contrat, les arrêts qui sont nés avant le 1er janvier 2025 resteront à l'ancien assureur, même si l'agent a résilié et même s'il verse les cotisations à Territorial Mutuel si la collectivité a décidé d'adhérer. Tout à fait. Quoi d'autre comme question? Si la collectivité n'adhère pas à la convention, on continue avec la labellisation actuelle? Ils peuvent. Oui, on peut. Vous pouvez, après, par rapport à ça, moi, je vais être très clair, hein, je vous invite quand même à comparer et à regarder les garanties. Alors, je sais bien que de mettre en place une convention de participation, ben, c'est du formalisme administratif, c'est du temps, c'est l'explication, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Moi, j'ai regardé ce que j'ai aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'entre mon contrat labellisé prévoyance et le taux qui m'est proposé les garanties, c'est quasiment du simple double. Et je pense que je ne dois pas être le seul dans ce cas-là. Alors, bien sûr que c'est de la paperasse, mais je pense que ça vaut le coup. Meilleure garantie pour un moindre prix. Une collectivité se pose la question, elle a déjà des agents qui sont chez Territoria à titre individuel. Oui. Devront-ils résilier? Alors, non, parce que quand vous allez adhérer, en fait, quand l'agent va adhérer sur le bulletin d'adhésion de sa collectivité, en haut du bulletin d'adhésion, on lui demande s'il est déjà adhérent. Et s'il est déjà adhérent, on lui demande de nous indiquer son numéro de contrat et on le résiliera en automatique. Qu'il n'y ait pas d'inquiétude, en tout cas, nous, chez nous, pour ceux qui sont chez Territorial Mutuel et qui resteront chez Territorial Mutuel dans le contrat collectif, même si les délais ont été dépassés ou autres, vu que vous restez dans le même assureur, on ne va pas se mettre des bâtons dans les roues nous-mêmes. Donc, tout transfert pour être possible, même après le 1er janvier, si imaginons il y a eu un loupé. Y a-t-il un questionnaire de santé à remplir au moment de l'adhésion chez Territorial Mutuel? Non, comme on vous l'a indiqué, il n'y a pas de fiche de santé. Il y a un taux qui est fixe à l'ensemble des agents, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte non plus de votre âge. Mais à la différence, attention, si vous n'adhérez pas dans les 6 premiers mois pour l'agent, à partir du moment où la collectivité nous a mandaté, imaginons 1er juin, donc jusqu'au 30 juin 2025, l'agent qui dépasserait ce délai-là aura bien un délai de carence de 6 mois. Pour être très clair, le délai de carence, ça veut dire que l'agent me paye pendant 6 mois une cotisation, mais soyons clairs, je ne le couvre pas pendant 6 mois. Donc, il est plutôt intéressant pour vos agents d'adhérer dans les 6 premiers mois de la mise en place de votre contrat. Que se passera-t-il si l'accord national est transposé? Le même taux s'appliquera ou les taux seront revus à la baisse? Alors, sur ce point particulier, on avait pris une précaution, c'est que dans la consultation que nous avons lancée, on a demandé aux opérateurs de s'engager sur un prix en cas de passage à une adhésion obligatoire. Et donc, ce taux, il est de, je ne l'ai plus en tête, 1,98. 1,98 pour nous. Donc, ça veut dire que si donc aujourd'hui, dans le cadre de l'adhésion facultative, c'est à 2,25, si demain l'accord national était transposé, on passerait à 1,98. Alors, malgré tout, on reste prudent parce qu'aujourd'hui, l'état actuel des textes, on nous dit bien que c'est un avenant qui pourrait se faire, mais il y a parfois des divergences
d'approche technique et juridique sur le sujet. Vous l'avez compris que le code de la commande publique vient un peu perturber tout ça. Si on s'en tient à ce qui est prévu par les textes, c'est effectivement un simple avenant et on pourrait intégrer, puisqu'on l'avait prévu au marché. C'est là où nous, on avait une précaution. La difficulté viendrait sur ceux qui n'ont pas donné mandat et qui ne sont pas dans la convention de participation à titre facultatif et qui voudraient rentrer dans l'obligatoire. C'est là où, je pense, on retomberait sur les difficultés d'application avec le code de la commande publique. Mais sachez que nous, on a anticipé ce point-là. Donc là aussi, ceux qui rentrent dans la convention de participation facultative, ben, si ça devient obligatoire, ce qui est quand même, on l'espère, le sens de l'histoire, puisque je rappelle que et les associations d'employeurs territoriaux et toutes les centrales syndicales se sont accordées sur le texte et sur les garanties. Donc si ça devait être le cas, quand même, il y aura un peu de procédure à faire, de formalisme, mais ça c'est pour nous occuper, parce que sinon on s'ennuierait. Mais le taux est déjà prévu. Et donc, c'est quand même aussi une garantie et quelque chose de rassurant. Vous passeriez à 1,98. Donc, ça veut dire qu'on baisserait. On avait posé la question du pourquoi à l'assureur. Alors, d'une part, parce qu'il y a des taxes qui sont minorées quand c'est obligatoire. Donc, ce n'est pas un cadeau qu'ils nous font. Et la partie, c'est à peu près pour 50% d'ailleurs, c'est lié à la baisse des taxes. Et l'autre partie, par contre, c'est effectivement, on va dire, le cadeau, mais plutôt l'effet masse, qui fait que comme le risque va être plus mutualisé et diversifié, pour eux, ils peuvent baisser la marge et donc le coût du contrat. Donc voilà, donc ça on l'avait anticipé, donc ça nous permettra de shunter le cas échéant. Donc pour ça on est pareil. Par contre, voilà, moi j'attire votre attention sur le fait que ceux qui ne sont pas dans la convention de participation à l'adhésion facultative, je ne garantis pas qu'ils pourront accéder à ce taux obligatoire, puisque pour moi, ils seraient hors périmètre. Ça fait partie des points qu'on doit vérifier par rapport au code de la commande publique. Pour les agents intercommunaux, si un agent travaille sur deux collectivités différentes, adhérentes au contrat collectif posé par le CDG, comment cela se passe-t-il pour la participation des communes? Alors, l'agent, que ce soit intercommunal sur deux collectivités, l'agent, si ces deux collectivités ont bien mandaté Territorial Mutuel, il devra souscrire 2 bulletins d'adhésion, chacun dans ses collectivités pour couvrir ses parts de salaire dans les deux collectivités. Imaginons qu'à concret, dans la première collectivité, il fait 70% de son temps de travail et dans l'autre 30%. Sur la collectivité A, moi, je vais couvrir 70% du salaire, parce que c'est ce qu'il a aujourd'hui, et je couvrirai 30% sur l'autre. La participation, elle, sera donnée sur les deux contrats parce qu'il aura deux prélèvements sur 2 bulletins de salaire. Le transfert prime point est-il pris en compte dans la base de cotisation, comme l'ICCSG? Oui. On déduit. On déduit. Comment doit-on faire pour les agents que l'on va embaucher entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024? Je vois pas de problème. Moi non plus, je vois pas de problème. Il faut simplement les informer à leur recrutement. Si, imaginons, on est déjà passé avec Territorial Mutuel faire les réunions d'information et autres, faut pas hésiter déjà à lui transmettre nos coordonnées pour qu'il puisse nous appeler directement pour qu'on l'informe. Et deux, on pourra vous recréditer s'il y a besoin de bulletins d'adhésion papier, ou bien l'agent pourra adhérer directement en ligne s'il le souhaite. En cas de maintien du régime indemnitaire par la collectivité, le régime indemnitaire doit-il être obligatoirement intégré dans l'assiette de cotisation? Oui. Ça fait partie de vos conditions contractuelles. Même si je comprends bien que la collectivité maintienne à 100%. C'est assez rare quand même. Parce qu'après, attention, ça peut être un maintien à 100% pour de la maladie ordinaire, mais pas sur les autres statuts peut-être. Ça va dépendre de chaque collectivité, comme je le disais tout à l'heure. Depuis la nouvelle réglementation, chaque collectivité peut ou pas se désengager dès le premier jour d'arrêt sur son régime indemnitaire. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vous demande vraiment vos délibérations de régime indemnitaire pour éviter les défauts de conseil à vos agents et bien apporter la bonne réponse à la bonne question. Et la dernière, quels sont actuellement vos délais d'indemnisation pour un agent en demi-traitement? Alors, si le dossier est complet, ce que j'appelle un dossier complet, sous 8 jours, tout à fait. Un dossier complet, donc c'est la partie de l'employeur en état dématérialisé et la partie de l'agent. On est bien d'accord, pour moi, le dossier, c'est les deux éléments que je réceptionne, donc des deux côtés, partie agent et collectivité. À la réception du dossier, l'ouverture se fait chez nous et le règlement se fera directement sur le compte bancaire de l'agent. Est-ce que Territorial prévoit des ateliers prévention?
Alors, tout à fait. Alors, ça sera pas. Ça va être. Oui, tout à fait. Territorial Mutuel prévoit, mais c'est le centre de gestion qui pilote. Ça veut dire que la convention de prévention est gérée par le centre de gestion qui, s'il y a des demandes, bien sûr, on les fera remonter au centre de gestion, mais c'est le centre de gestion qui valide toutes les actions. Bon, j'ai fait à peu près le tour. Bien. Bon, a priori, on a ciblé toutes les questions. On va se laisser quelques secondes au cas où. Cas des contrats courts dont on proposait la prévoyance et participer. Alors, pour les contrats de moins de 6 mois d'ancienneté, on n'oublie pas qu'un agent Aircantec contractuel, il faut déjà qu'il ait au moins 4 mois d'ancienneté dans la collectivité pour acquérir des droits. Ça ne veut pas le droit de dire qu'il a le droit à rien, il a le droit aux indemnités journalières, sécurité sociale classique. Moi, tous les agents, on va dire, ce qui vous me permettait saisonniers de moins de 6 mois, je ne vois pas d'intérêt de les faire adhérer. Pourquoi? Parce qu'ils paieraient tout simplement de la cotisation pour rien. Ça veut dire que si, imaginons que vous êtes là 3 mois, mais qu'il faut déjà attendre 4 mois pour acquérir des droits, vous allez payer pendant 3 mois. Moi, je ne vois pas d'intérêt et je ne trouve pas que ça apporte une belle image à l'agent. Après, si, imaginons, l'agent, au bout de 6 mois, il se dit « Ah ben non, en fait, je viens d'être prolongé de 6 mois mon contrat », là, pour nous, c'est comme si c'était une nouvelle embauche parce qu'on pourra justifier qu'il a un nouveau CDD, si vous me permettez l'expression, et à ce moment-là, qu'il ne s'inquiète pas d'avoir dépassé son délai pour pouvoir adhérer. On tiendra compte de sa nouvelle signature, de son nouveau CDD. Mais clairement, en dessous de 4 mois d'ancienneté, pas d'intérêt. Question, bon. Au début, si un agent souscrit aux garanties minimales et que quelque temps après, il décide de souscrire aux garanties complémentaires, y aura-t-il un délai de carence appliqué lorsqu'un agent souscrira une garantie complémentaire? Alors, si oui, quelle durée? L'agent déjà ne peut pas souscrire à n'importe quel moment les garanties optionnelles. Toute modification d'adhésion devra être faite avant le 31 octobre de chaque année pour date d'effet au 1er janvier. L'agent actuellement en arrêt de travail qui se dirait « Tiens, je vais rajouter ma perte de retraite ou du décès pour X ou Y raison », si l'agent est en arrêt, j'exclurai la pathologie actuelle. D'accord ? Concernant le rajout des garanties, oui, il y a un délai de carence. C'est pour ça que le but, c'est bien de faire le bon choix au moment venu. À la différence, si vous souhaitez enlever des garanties, toujours attention avant le 31 octobre pour date d'effet du 1er janvier, mais là, il n'y aura pas de délai particulier autre. Si un contractuel quitte la collectivité, comment cela se passe-t-il? Alors, plusieurs choix. Je suis un agent contractuel, mais je suis transféré sur une autre collectivité du CDG 40 qui a donné mandat. Premier cas, donc lui, je vais le résilier à la collectivité A et je vais le faire réadhérer dans la collectivité B. OK ? Ça, c'est pour qu'il ait bien les bonnes participations des bonnes collectivités. À la différence, j'étais dans une collectivité qui avait mandaté et je vais dans une collectivité qui n'a pas mandaté et qui n'a pas de contrat, imaginons. Parce qu'on a encore des collectivités qui vont peut-être rien mettre en place. À ce moment-là, l'agent a tout à fait le droit à ce qu'on appelle la portabilité de son contrat. C'est une obligation réglementaire, ça veut dire que l'agent garde tous ses acquis du contrat. Attention, il perdra la participation liée à sa collectivité. Je ne le prélèverai plus sur le bulletin de salaire, mais sur le compte bancaire. Ça, c'est des demandes particulières et c'est à l'agent de revenir vers nous pour sa portabilité. Ce n'est pas la collectivité qui va gérer les portabilités. C'est bon? Bon. Écoutez, moi, je vous propose de clôturer ce webinaire. Bon, évidemment, vous l'avez compris, je pense qu'il y a un certain nombre de questions. Merci pour vos félicitations, ça nous fait chaud au cœur, déjà d'un point de vue technique. Comparé à jeudi dernier, parce que jeudi dernier, on avait des pouces, bon, c'était pas évident. Pour nous, même si on y était pour rien. Donc, merci vraiment pour ce moment, comme dirait l'autre. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que, vous l'avez compris, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui vont encore arriver, et pour nous aussi d'ailleurs. Hein. Donc, nous, on essaiera on s'est mis en ordre de marche pour vous répondre et tenter de vous accompagner du mieux possible. Maintenant, la chose est un peu plus simple pour nous parce qu'on a un opérateur. Donc, c'est aussi, vous avez compris que c'est un sujet qui est assez complexe. Donc, ça nous aidera pour répondre aux cas particuliers et puis aux cas pratiques en réalité. Après, moi, j'aurais juste vraiment vous dire que, à mon sens, mais je sais que les délais sont courts, que c'est du boulot, que c'est encore de la paperasse, du formalisme.
mais je crois sincèrement que c'est l'intérêt des agents, l'intérêt de vos collectivités, que d'essayer de faire en sorte de mettre en place ces contrats le plus tôt possible dans la collectivité, parce que vous protégez tout le monde, vous protégez la collectivité, vous protégez vos agents aussi. C'est un facteur d'attractivité aussi pour vos recrutements. C'est aussi se dire qu'en termes de management, c'est un signal fort envoyé à vos agents, et ça vous permettra aussi d'éviter des drames comme humains, comme on peut le voir malheureusement. Ça garantit de rien, évidemment, c'est pas un totem d'immunité en termes de maladie, mais au moins ça permet de pouvoir gérer un certain nombre de complexités et de complications, parce que il y aura eu une cotisation, une garantie et une assurance qui va jouer son rôle. Bon, nous, on sera là pour vous accompagner. Je pense que Mme Perrault, ne serait-ce que par sa disponibilité, nous a déjà démontré qu'elle était prête à s'investir sur le sujet, ce qui pour nous aussi est un élément de rassurance. Nous, c'est mis en ordre de marche. Il n'y a plus qu'à, même si il n'y a qu'à Faucon, il y en a plein, mais voilà, il y a du boulot encore, mais en tout cas, on fera tout ce qu'on peut pour vous faciliter les choses et vous apporter de l'aide. Et je crois que déjà, avec vous fournissant les modèles de délibération, les modèles de la VCST, en ayant généré des séances supplémentaires de CST, on essaie de faire le maximum pour être là et vous faciliter les choses. En tout cas, merci pour votre écoute. Une dernière question. Non, une dernière précision. Oui. Le webinaire est enregistré et sera disponible très rapidement sur le site du CDG. J'en profite aussi, juste pour vous dire à l'ensemble des collectivités, laissez-moi cette fin de semaine, je vais bien reprendre contact avec vous, avec l'ensemble des collectivités. On est en train de terminer les documents contractuels, de les vérifier pour que je puisse envoyer l'ensemble des éléments par mail. Je vous inviterai tous et il ne faudra pas hésiter ensuite à revenir vers moi pour m'indiquer vos demandes, vos demandes d'explication, l'accompagnement que vous souhaitez chacun. On pourra aller à l'accompagnement individuel s'il faut aller jusqu'au bout pour vos agents. N'ayez pas d'inquiétude, il est bien prévu l'ensemble des collaborateurs pour l'accompagnement du CDG 40 et l'ensemble des collectivités. Ok, eh bien, on va vous remercier et vous souhaiter un bel été. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.